Dans cette intervention que j'ai souhaitée avant tout clinique, je vais vous présenter 3 vignettes dans lesquelles le désir d'enfant fait souffrance. 3 femmes, une patiente et 2 psychanalysantes, qui abordent dans leur cure leurs souffrances, respectivement psychiques, corporelles puis organiques, liées au devenir mère. Si j'ai choisi de dérouler ce fil clinique dans cet ordre-là, c'est pour mettre en évidence et vous présenter certaines théorisations proposées par Fernando de Amorim à partir de sa lecture de Sigmund Freud et Jacques Lacan. Ces théorisations, en tant que repères pour la conduite des cures, sont au cœur même de l'enseignement dispensé au RPH et justifient, nous le verrons, la pertinence d'une clinique du partenariat entre services gynécologiques et de maternité et psychanalyse. La première vignette clinique que je vais vous présenter concerne Madame Q et je l'ai intitulée « Désir d'enfant, fantasme et aliénation ». Chaque séance montre à Madame Q à quel point elle est aux prises avec ses identifications et ses fantasmes. Le travail de la cure consiste alors à les dénouer, à dégonfler l'imaginaire afin qu'elle puisse, le moment venu, construire sa propre famille sans faire subir ses symptômes et son aliénation à son enfant. À l'heure actuelle, Madame Q est toujours en psychothérapie. Bien que chacune de ces associations libres représente une avancée dans sa cure, c'est encore son désir de reconnaissance de sa souffrance qui l'amène à ces séances, et non le désir de savoir, d'après la cartographie proposée par M. de Amorim. Si ce dernier s'éveille, donc son désir de savoir, elle pourra peut-être poursuivre le voyage de la cure sur le divan, traverser la mer d'Oedipe et parvenir, grâce à sa psychanalyse, à construire sa position de sujet. La seconde vignette clinique est celle de Madame N, et je l'ai intitulée « La PMA, un moyen pour satisfaire les organisations intramoïques ». Le désir d'enfant semble passer au second plan. Néanmoins, lors d'une séance, alors qu'elle n'en a pas dit un mot dans sa psychanalyse, elle annonce être entrée dans un parcours de procréation médicalement assistée. Les examens médicaux préalables n'ont pourtant révélé aucun problème organique pouvant expliquer que Madame N ne tombe enceinte, ni de son côté, ni de celui de son conjoint. J'apprends ainsi qu'il est possible en France d'engager un tel protocole, lourd, douloureux et coûteux à tout niveau, sans qu'aucune raison médicale ne le justifie, si ce n'est une infertilité, mais qui se définit simplement par la difficulté à concevoir un enfant après une année de rapports sexuels réguliers. Pourquoi donc répondre par une solution médicale à une souffrance qui ne relève pas de ce champ ? Je témoigne alors de mon désaccord auprès de Madame N. Ici, si le clinicien s'oppose, ce n'est pas parce qu'il est contre l'acte médical, qui est d'ailleurs indispensable lorsque l'organisme est touché, mais parce que la lourdeur d'un tel protocole, impliquant piqûres d'hormones et examens douloureux, mais aussi parmi les conséquences parfois fausses couches et souffrances conjugales, donc ce protocole vient nourrir les organisations intramoïques, là où au contraire la psychanalyse vise leur apaisement. Ce qu'Amorim nomme organisation intramoïque et qu'il représente sur son schéma freudo-lacanien de l'appareil psychique, que nous avions tout à l'heure, qui va revenir, sont la résistance du surmoi freudien et le grand autre non barré lacanien. Donc la résistance du surmoi qui se trouve au milieu dans le moi sous forme de points verts et le grand autre non barré qui est l'accumulation de ces points au niveau de la lettre A. Donc la résistance du surmoi freudien désigne le besoin de punition et le sentiment inconscient de culpabilité résultant du complexe d'Oedipe et qui se manifeste sous la forme d'actes malveillants et violents vis-à-vis de soi-même ou autrui. Le second, donc le grand autre non barré, est le lieu à partir duquel émergent des pensées, des mots, des paroles, malveillants et violents vis-à-vis de soi-même ou d'autrui. Ici, malgré l'intervention de la clinicienne, la psychanalysante est décidée et poursuit le protocole. Dans cette vignette clinique, Madame N a pu s'appuyer sur sa psychanalyse pour cesser de malmener son corps. La PMA agissait ainsi comme un moyen de satisfaire les organisations intramoïques. Quant à savoir pourquoi la psychanalysante ne parvient pas pour le moment à fonder sa propre famille, sa psychanalyse y répondra peut-être le moment venu. La troisième vignette clinique est celle de Madame G et je l'ai intitulée « Illustration d'une jouissance sans borne ».
Ce discours nous indique une ébauche de fantasmatisation de son organisme. Fantasmatisation et corporéification de l'organisme sont des concepts proposés par Amorim dans Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine. Ces concepts désignent les moments dans la cure où le malade ou le patient, pour la fantasmatisation, et le psychanalysant, pour la corporéification de l'organisme, interprètent donc des moments où ils interprètent leur maladie. Ces moments sont cruciaux pour l'avancée de la cure, en ce qu'ils permettent pour l'un de nourrir le transfert, pour l'autre un apaisement de l'organisme. Cette dimension phallique, il est possible de l'entendre derrière tout désir d'enfant, du moins lorsque celui-ci n'est pas castré. Rappelons à ce sujet que Freud avait mis en évidence, avec le complexe d'Oedipe, l'équivalence symbolique entre phallus et enfant. Entendons alors l'équivocité du titre de mon intervention dans ce qu'il y a des désirs d'enfant, dans le sens oedipien, dans un désir d'enfant, celui de concevoir un enfant. Le travail de la cure consiste ainsi à dégonfler cette dimension phallique, imaginaire, dans le désir d'enfant. Ce travail pourra permettre que l'enfant soit accueilli en tant que sujet et non en tant qu'objet, ayant la fonction imaginaire de combler le manque maternel, et également permettre que la femme puisse construire un rapport féminin, dans le sens de castrer, à sa maternité. Merci.